Bonjour et bienvenue. Je suis Chancela Tchala, journaliste de formation. Nous étions arrêtés hier dans la lecture de ces nouvel ouvrage où on parlait de l'entourage du maréchal Mobutu vers la fin de son pouvoir, la grogne sociale, la conjoncture de la part de la population zaïroise à l'époque. Des réunions ont été tenues à maintes reprises par les partis au pouvoir, le MPR. Décisions ont été prises par les autorités de ces partis d'État ou de ces partis présidentiels, mais ces décisions n'ont jamais été mises en pratique par les autorités. Ça veut dire le gouvernement, les membres du parti qui faisaient partie de ceux qui dirigeaient le Zaïre à l'époque aux côtés du maréchal Mobutu. J'ai signifié hier à nos compatriotes parce qu'hier c'était le 30 juin c'était la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. J'ai signifié que de même cause produit des mêmes effets en disant clairement que ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'entourage pose toujours problème. Mais dans tout ça, il faut un sursaut personnel. Il faut un degré de conscience personnelle qui pousse les autorités à ne pas toujours accepter les demandes de leurs collaborateurs, mais de pouvoir prendre certaines décisions à l'encontre de la volonté des collaborateurs. Sinon, le peuple va finir par céder comme ça a été le cas avec Mobutu. Vous savez tous que Mobutu a été vomi par le peuple et qu'il a accueilli à bras ouverts lors de son coup d'État en 65. Mais ce peuple-là, au niveau à partir de 1989, 1990, Mobutu n'a plus été soutenu par le peuple et c'est ça qui a facilité la tâche à ceux qui nous ont envahis à travers Laurent Désiré Kabila au sein du AFDEL. Donc directement, je vais continuer aujourd'hui l'interligne ou l'intertitre par rapport au premier chapitre, mes amis occidentaux. Ça, c'est très important parce que généralement, la plupart d'autorités africaines, quand ils accèdent au pouvoir, ils se font des amis en Occident. L'idée cachée derrière ça, ce n'est pas forcément de pouvoir entretenir des relations équilibrées pour le bien-être des pays africains et des peuples africains. Très souvent, ces relations nouées entre les chefs d'État africains et les Occidentaux, et très souvent, c'est en fait l'intention ou les souhaits exprimés par ces chefs d'État-là de pouvoir se maintenir au pouvoir et à cela, il faut un soutien de la part de l'Occident, mais aussi l'après-pouvoir. Il se pose des questions. Si aujourd'hui, je ne suis pas en bon terme avec les Américains, les Anglais, les Français par exemple, qu'est-ce que je deviendrai après mon pouvoir? Est-ce qu'il n'y aura pas des mandats d'arrêt international? Est-ce qu'il n'y aura pas des prisons pour moi? Pour cela, je me dois de sacrifier mon peuple pour servir la cause de l'Occident. Et du coup, il noue des amitiés avec les Occidentaux sans tenir compte des impacts négatifs de ces amitiés-là à court et à long terme. C'est ça, justement. Mobutu, qui à un certain moment avait des amis au niveau de Washington, après, c'était fini. À partir de 1989-90, ces amis-là n'y étaient plus et du coup, il s'était retrouvé seul face à son destin politique, mais aussi à sa propre vie et surtout au peuple zaïrois qu'il avait négligé pendant toutes les années où il était au service de l'Occident. Mes amis occidentaux, dans la longue histoire de la guerre froide entre les deux superpuissances d'hier, les États-Unis et l'Union soviétique, le maréchal Mobutu a été l'un des hommes politiques africains qui a joué un rôle important lors de l'extension de ces conflits des géants sur les continents africains. La toile de fond demeure toujours ces indépendances africaines qui ont été, pour la plupart d'entre elles, placées par les Occidentaux entre les mains des dirigeants africains qui représentent au mieux la garantie et la protection de leurs intérêts économiques et stratégiques et la sauvegarde de zones d'influence sur leur terrain de chasse gardé en Afrique. J'ai longuement abordé le problème dans mon livre Afrique, démocratie piégée. Je ne m'y attarderai donc pas. En tout cas, je vais retrouver cet autre livre-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont suggéré. Donc, je vais finir par le retrouver. Et prochainement, on le partagera avec tout le monde ici. Les années de guerre froide. Tout au long tout le monde sait que l'ex-Congo belge, dès son accession à l'indépendance, fut la proie des deux superpuissances qui voulaient chacune mettre la main sur ces immenses richesses qualifiées des scandales géologiques. C'est à ces moments-là que Mobutu
a fait son apparition sur la scène politique nationale et internationale. C'est lui qui empêcha le Congo d'échapper des mains des Occidentaux pour basculer dans les camps soviétiques. Le stratège de la Maison-Blanche et de l'anglais, la CIA, découvrait alors que ces jeunes officiers de la toute jeune armée congolaise, un allié hors pair et un ami, jeune, intelligent, courageux, avec une forte personnalité, toutes les qualités étaient réunies pour ses futurs alliés. Les loges nécessaires de pleuvoir de toutes parts par différents canaux. Mobutu apprécia. Il finit par aimer cela. Mais le jeune général président avait aussi des élans nationalistes. Il s'est lancé très tôt dans la bataille contre les intérêts économiques et financiers belges pour tenter d'arracher un tant soit peu l'indépendance économique de son pays. Du coup, Mobutu constata que cette lutte divisait le pays occidentaux. En effet, les autres pays d'Europe et des États-Unis gardaient vis-à-vis de ces conflits une neutralité plutôt apparente et hypocrite. Certains de leurs dirigeants l'encouragèrent et lui manifestèrent leur soutien en coulisses. Question pour eux de trouver aussi un espace dans cet immense et riche pays jusque-là contrôlé par la seule petite Belgique. Le président Mobutu a très vite saisi l'enjeu des intérêts en cours. Les rivalités sournoises entre les Occidentaux n'ont pas échappé à son attention. Il exploita tous ces paramètres très habituellement et en sa faveur. Il a su en effet jouer avec les rivalités des Occidentaux avec une dextérité déroutante pour les experts manipulateurs des Belgiques, Bruxelles, de Paris et de Washington. Et comme pour se venger du sadisme de ses amis occidentaux, Mobutu parlait souvent des manipulateurs manipulés pour marquer sa satisfaction. J'estime personnellement qu'à ces moments-là, Mobutu a su bien lire et bien évaluer les événements et bien les situer dans leur réel contexte spatio-temporel. Il a bien compris qu'à ces moments-là, les Occidentaux avaient besoin de lui et ne pouvaient pas se passer de lui. D'autant plus qu'il était porté par la chance d'une économie florissante grâce au boom du cuivre sur le marché mondial. Il était devenu le joker dont les Occidentaux avaient absolument besoin. Il était incontournable. À cela s'ajoute un facteur important. Les 2 premières décennies du pouvoir du président Mobutu coïncident avec l'apparition et la recrudescence d'un véritable affrontement presque direct de 2 superpuissances sur les continents africains. Ces années pendant lesquelles Moscou opère une percée fracassante en Afrique qui se voit subitement divisée en 2 camps. Ceux que les Africains eux-mêmes avaient pris l'habitude d'appeler dans les forums internationaux et particulièrement de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, les modérés et les progressistes, les pro-occidentaux et les pro-soviétiques. Les sommets extraordinaires de l'OUA tenus à Addis Abeba en janvier 1976 sur la crise angolaise restent la meilleure illustration de cette division de l'Afrique en 2 parties, chacune rangée derrière l'une des superpuissances. La réunion se termina pratiquement en queue de poisson parce que 50% des pays africains étaient derrière le mouvement populaire de libération de l'Angola, les MPLA, soutenu par Moscou, et 50% derrière l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, et le Front national de libération de l'Angola, FNLA, soutenu par Washington et ses alliés occidentaux.
À cette époque, les bons dirigeants africains et les bons amis de l'Occident étaient choisis et appréciés selon les critères totalement différents de ceux qui sont évoqués aujourd'hui. Les bons dirigeants et les bons amis étaient ceux qui avaient la capacité de maintenir leur pays dans les girons du bloc occidental face à la poussée soviétique. Quitte à fermer pudiquement les yeux sur le moyen utilisé par ses alliés pour y parvenir. À cette époque, les régimes forts étaient particulièrement appréciés en Occident comme étant une garantie de stabilité. Mais la stabilité de qui ou de quoi en définitive? Il s'agit en fait de la stabilité des intérêts stratégiques et financiers de l'Occident en Afrique. Comme toujours. Mais à l'époque, l'euphémisme politique voulait qu'on parlât de la stabilité des pays africains pour leur développement. Pendant cette période chaude, Mobutu fut donc l'idole des Américains et des Européens. Lui et tous les grands dirigeants africains qui représentaient le même intérêt pour la puissance occidentale subiront presque tous, les uns après les autres, après la chute du mur de Berlin, le même sort, le lâchage. Après les débarquements surprises de l'armée coalisée russo-cubaine à Luanda en 1975 pour soutenir les progressistes du MPLA, contre la coalition modérée du FNLA et de l'UNITA, les Américains qui avaient battu en retraite sous l'administration du président démocrate Jim Carter, reviennent à la charge en 1985 grâce à l'adoption de l'amendement Clark pour s'engager militairement dans la guerre civile en Angola aux côtés de l'UNITA de Jonathan Savimbi qui a su tenir tête pendant des années à l'Armada russo-cubaine. Washington venait de se convaincre des intentions soviétiques d'envahir cette région stratégique de l'Afrique australe et centrale qui regorge le pétrole et toutes sortes de minéraux. Il fallait donc empêcher cette expédition russo-cubaine par tous les moyens. Mobutu redevenait du coup très important à Washington. Les critiques acerbes de l'administration Carter ont vite été rangées dans les tiroirs. En 1985, les analyses des experts occidentaux avaient conclu unanimement à l'importance géostratégique du Zaïre dans la région centrale et australe de l'Afrique. Les phénomènes étaient baptisés ceinture rouge autour du Zaïre. Ce qui signifiait la menace soviétique en Afrique centrale et particulièrement autour du Zaïre. Ainsi, notre pays était-il considéré à tort ou à raison comme le rempart du monde libre contre l'expansion de l'influence du communisme. Et dans les langages courants des états-majors, Mobutu avait reçu l'étiquette de bouclier de l'Afrique centrale et australe. Car le Zaïre était sous pression de la présence communiste dans bon nombre des pays voisins. La menace soviétique était plus redoutée en Angola où était amassée la plus importante force militaire du pacte de Varsovie en Afrique. Cette force militaire russo-cubaine était considérée par les états-majors des services des pays de l'OTAN comme une menace directe de déstabilisation du Zaïre, de l'Afrique du Sud sous apartheid et des autres pays alliés de l'Occident dans cette région. Ce qui compromettait dangereusement le fabuleux potentiel des richesses dont regorgeaient ces pays et qui risquaient de basculer d'un coup entre les mains de Moscou. En tout cas, cette guerre-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, non? Éternel recommencement, les mondes, comme toujours. Et si ces genres d'histoires, ces genres de choses ne nous corrigent pas, ne corrigent pas les actuels dirigeants africains qui pensent qu'en étant loyaux ou loyaux aux Occidentaux, ils les sont aussi pour leur peuple et leur pays, sachant qu'ils se trompent sur toute la ligne,
la fin justifiera le moyen. La situation, elle est claire. Mobutu était utile que quand l'OTAN avait besoin de lui. Quand l'OTAN n'avait plus besoin de lui, ou quand l'OTAN se sentait menacée par la Russie à l'époque ou par l'Union soviétique, c'est là qu'on avait besoin de Mobutu pour stopper l'avancée ou la puissance de la Russie, comme c'est le cas actuellement. Plusieurs pays qui sont soi-disant partenaires des Occidentaux, mais en réalité, ce sont des esclaves ou des néocolonialisés par l'OTAN et les Occidentaux. Actuellement, pensent qu'en tournant les dos à la Russie, ils font un bon travail pour leur pays, pour leur peuple, mais en réalité, ils subiront le même sort. Quand la France a besoin d'eux, ils sont là. Quand la France n'a plus besoin d'eux, la France les jette dans les lacs de l'oubli. Que l'histoire nous sert de leçon. Je poursuis avec la lecture, chers compatriotes. Fidel Castro confirma cette analyse par ses déclarations publiques menaçant de libérer le Zaïre et l'Afrique du Sud après l'Angola. La guerre était donc déclarée. Tout en face, la République populaire du Congo était considérée comme le bastion de la propagande et de la subversion communiste à la porte de Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la RDC. Et les relations toujours tendues entre les deux capitales les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville, ne pouvaient que renforcer ces appréhensions malgré une présence plutôt timide de la France à Brazzaville. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette histoire des France-Afrique au niveau du Congo-Brazza. Au Burundi, Jean-Baptiste Bagaza pactise avec le diable Kadhafi qui prononce à Bujumbura en juin 1985 un discours incendiaire dans lequel il promet la foudre à Mobutu, valet de l'impérialisme américain en Afrique ainsi qu'aux Américains eux-mêmes à travers leurs intérêts au Zaïre. Plusieurs tentatives d'infiltration des terroristes libyens et zaïrois formés en Libye furent neutralisées le long de la frontière burundo-zaïroise pendant les années 1985 et 1988. Plus de 300 jeunes zaïrois furent recrutés en Tanzanie pour suivre une formation en terrorisme en Libye. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, l'actuel Congo, là, fait face aux terroristes de l'armée rwandaise. Est-ce qu'il y a des jeunes qui font des formations en terrorisme? Là, il faut aller découvrir. En Ouganda, les Américains s'inquiètent de l'arrivée massive des experts de KGB à Kampala sous couvert de coopérants techniques chargés d'assurer la maintenance des MiGs soviétiques que Idi Amin Dada avait commandés à Moscou. Les extravagances et les sautes d'humeur du maréchal Idi Amin Dada à l'égard de Londres et particulièrement de la reine d'Angleterre n'étaient pas pour rassurer les capitales occidentales. Ainsi, la libération des otages israéliens détenus à Entebbe en juin 1976 constituera pour Washington l'occasion rêvée de permettre au légendaire service d'action de Mossad de détruire la base de cette flotte aérienne soviétique ainsi que toutes les infrastructures de l'aéroport d'Entebbe. Le Kenya modéré pouvait alors pousser un ouf de soulagement. En Tanzanie, le socialisme africain de Julius Nyerere, l'Ujamaa, avec ses critiques très acerbes contre le capitalisme occidental, inquiète Washington et certaines capitales occidentales. En plus, l'installation sur son territoire avec la liberté totale d'action de la plupart des maquisards communisants issus de la rébellion de 1964 au Zaïre constitue une menace permanente pour le pays de Mobutu. En effet, avec le soutien logistique de la Tanzanie, le Zaïre a subi plusieurs agressions et pillages au bord du lac Tanganyika. Les plus significatives de ces attaques furent les deux guerres de Moba en 1985 et en 1986. Mais le président Mobutu décida d'appliquer l'amnistie décrétée pour tous les rebelles.
C'est ainsi que le patron des services des renseignements de cette époque, Edouard Mokolo Wapombo, qui était mon chef, décida sur ordre du président Mobutu de m'envoyer en Tanzanie pour entamer des négociations secrètes avec le chef militaire des rebelles, le général Soumialo, qui devait amener dans sa suite certains de ses collaborateurs, dont principalement Laurent Désiré Kabila. Après une semaine de durs dialogues et des négociations avec Soumialo, ce dernier accepta de revenir au pays. Mais au dernier moment, Kabila ne fut pas présent à l'aéroport pour des raisons inconnues. Je disais que qui tuera par la trahison mourra par la trahison. Je poursuis. C'est pas possible, hein? Et nous décidâmes de rentrer à Kinshasa avec le général Soumialo sans lui, le 20 novembre 1975. Informé de l'arrivée de Soumialo dans la capitale, le président Mobutu donna l'ordre de Libreville où il s'est trouvé en visite que sa présence ne fut connue d'aucune autorité politique et militaire jusqu'à son retour. Mobutu craignait qu'on ne lui réditât le coup des Moulélé. Peu de temps après, nous avons fait revenir les fils de Soumialo, Sumbu et Choma, exilés à Cuba et qui sera à partir de son retour au pays jusqu'à la fin du régime Mobutu, mon proche collaborateur. Plus au sud du Zaïre, la Zambie, qui pourtant était classée parmi les pays modérés, abritait la base la plus importante du KGB pour la région australe d'Afrique. L'ambassade soviétique à Lusaka était l'une des plus importantes et les plus actives. Elle avait pour mission de surveiller les changements politiques en cours en Zimbabwe, au Mozambique, en Namibie et en Afrique du Sud. Lors des deux guerres du Shaba, les experts du KGB avaient réussi à planifier le passage par le territoire zambien des troupes d'agresseurs venus de l'Angola pour attaquer le Zaïre, et ce à l'insu des autorités zambiennes. Les excuses du gouvernement de la Zambie avaient présenté aux autorités zaïroises en exhibant pour preuve les notes verbales des protestations adressées aux ambassades de l'Angola et de l'Union soviétique, pour autant que ces excuses soient sincères, démontrent l'efficacité des services soviétiques dans cette région. Car l'opération avait été synchronisée et coordonnée par les stations du KGB à Luanda et à Lusaka. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais si je dois nous interpeller rapidement par rapport à ces derniers paragraphes, Lusaka, c'est la capitale de la Zambie. Zambie fait partie des pays voisins de la République démocratique du Congo. À l'époque de Mobutu, une tentative de déstabilisation du pouvoir de Mobutu a été orchestrée sur les sols zambiens, sans que les autorités zambiennes, en tout cas selon l'auteur, sans que les autorités zambiennes ne soient informées. Et quand la tentative a été finalement exposée aux yeux du monde, les autorités zambiennes avaient présenté des excuses avec des preuves officielles à l'État zaïrois. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de notre pays, qui vit pratiquement en Ouganda, au Kenya, entre les pays membres de l'EAC, menace de déstabiliser la République à travers ses institutions. L'Ouganda ne s'exprime pas sur la question. L'Ouganda ne présente pas des excuses. Je ne vais pas entrer en profondeur. Mais ça prouve la force que Mobutu avait et dégagée. La peur que les gens éprouvaient. Aujourd'hui, n'importe quel pays voisin de la RDC peut s'élever contre la RDC, sans aucune poursuite, sans que la RDC n'agisse à la hauteur des attaques et des menaces, malheureusement. J'espère que ces moments de partage d'histoire permettent à tout le monde d'essayer un peu de comparer, pas forcément pour donner raison ou tort à l'un des régimes, en tout cas entre Mobutu et ceux que nous traversons aujourd'hui, mais pour nous permettre, nous, peuple, de pouvoir tirer des conclusions. Que la distraction dans laquelle l'Occident cherche à nous plonger soit écartée et que nous veillons à ce que notre pays demeure stable, et c'est là par la conscience loyale à pouvoir servir son pays, peu importe les obstacles. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va continuer demain avec la suite. Merci d'avoir suivi cet extrait.
J'espère qu'elle vous a plu, qu'il vous a plu et que vous laisserez vos suggestions, vos commentaires et d'autres livres en commentaire pour que nous voyons ce dont vous avez besoin et nous irons chercher ces livres-là pour venir les partager avec vous. Merci et à la prochaine.